Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Aujourd'hui un épisode un peu spécial puisqu'on reçoit le premier papa à m'avoir proposé de participer en m'envoyant un mail sur l'email histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S, @gmail.com. Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi m'envoyer un email si vous avez une histoire un peu particulière ou tout simplement une vie de papa que vous souhaitez partager. J'en profite pour remercier tous les papas qui m'ont déjà envoyé un mail. Je vous promets, je vous réponds très bientôt, c'est juste qu'il y a eu beaucoup de demandes pour l'instant. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Manu. Manu a 31 ans, il est ingénieur. Alors c'est un détail, certes, mais vous verrez, il a son importance, vous allez le constater tout au long de l'entretien. Il vous raconte ici son parcours tumultueux vers la paternité, puisqu'avec sa femme, ils ont traversé pas mal d'embûches avant de devenir parents. D'abord une fausse couche qui les a menés vers une PMA, l'acronyme de procréation médicalement assistée, pour finir par avoir 2 jumeaux. Manu vous raconte tout ça dans un épisode un peu plus long qu'à l'habitude, mais comme il balaye plusieurs sujets dans son histoire, je me disais que ça valait la peine de lui laisser le temps de vous raconter un peu tout ça. Je vous souhaite une bonne écoute de l'histoire de Daron de Manu. Salut Manu, merci d'être venu, d'avoir bien voulu venir raconter ton histoire. Ça met un peu la pression après les gros bonnets que tu as reçus. Ça reste moi, il me met la pression. Hein. Bon. Ça reste un papa comme toi. C'est vrai. On est tous égaux face à la paternité. Hein. On dans est la même galère. Ouais. Dans la même merde, ça veut dire. Voilà. Je m'appelle Manu, j'ai 31 ans, je suis ingénieur de formation et donc en gros mon métier actuellement est d'être responsable de production, donc direction d'usine et responsable amélioration continue. Voilà, j'ai les 2 casquettes. Et actuellement depuis un petit mois, on en reparlera peut-être, mais au chômage. Voilà, donc pour essayer de changer un petit peu d'endroit de vie, un métier assez technique somme toute. Je suis papa de Amélie et Elliot, qui sont un garçon et une fille qui ont eu la chance et le malheur en même temps d'être nés le même jour, à la même heure, à la même minute, vu que c'est 2 petits jumeaux qui ont du coup 2 ans et 3 mois et qui sont plutôt vivaces et en pleine forme. Comment t'es venu l'envie de paternité ? Alors, en fait, la paternité, je me suis jamais vraiment posé la question parce que c'est un peu toujours en moi. En fait, j'ai 2 frères. J'ai un grand frère qui a 2 ans de plus que moi et j'ai un petit frère qui a 12 ans de moins que moi. Voilà, que mes parents ont eu vraiment sur le tard. Et donc, les complications de la vie ont fait que... Enfin, déjà, sans complications, au démarrage, quand j'ai 12 ans d'écart avec mon petit frère, je m'en occupe pas totalement comme un petit frère, comme un grand frère. Voilà, quand je suis petit, je lui donne le bibi avant de partir. Le matin au collège, j'ai changé quelques couches et puis amorce plus que le côté on fait des bêtises où on se bat, comme on peut avoir dans une fratrie ou comme j'ai pu avoir avec mon grand frère. Il y a le côté, il y a un petit morceau de transmission, d'éducation qui commence à passer. Et en fait, j'ai ce truc-là qui m'a pris. Alors moi, j'étais juste ravi d'avoir un petit frère, mais il y a ce truc-là de transmission qui arrivait très très vite. C'est valable pour mon grand frère aussi. Et du coup, je me suis jamais posé la question. Moi, avoir des enfants et faire tout cet acte de transmission, j'y ai goûté très tôt et j'ai trouvé ça juste génial. La vie familiale, c'est un peu compliqué. Mon père était assez âgé quand il y a eu mon petit frère et il est décédé assez vite quand mon petit frère avait 10 ans. Et il y a eu une période un peu compliquée quand j'étais jeune étudiant ingénieur où il a fallu aider à cette transition. Ma mère, mon grand frère et moi, on était à distance pour faire les études en fait. T'avais quoi ? T'avais 20 ans ? Ouais, j'avais 20 ans exactement. Et j'avais 22 ans. Et du coup, j'étais en train de construire mon couple et en même temps, il fallait que finalement à distance, j'essayais de rentrer régulièrement dans le sud-ouest pour voir ma famille et accompagner ce petit frère vers un peu l'âge adulte. Et je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est pareil pour mon grand frère, j'en ai jamais discuté avec lui, mais moi j'avais envie de donner à mon petit frère, qui, élément un petit peu à part dans la fratrie, qui, avec un père malade puis décédé, n'allait pas avoir accès à la même enfance que moi. Et moi je considérais que mon enfance, elle était pas trop mal. Donc j'essayais au maximum de lui transmettre des éléments de mon enfance et de pallier un peu à cette absence. Alors je dirais pas que j'ai éduqué mon petit frère, mais je l'ai régulièrement reçu chez moi, montré des choses, lui fait découvrir les trucs et j'ai adoré ça. Voilà, transmettre ça. Ce qui était presque un devoir, un réflexe, est devenu vraiment un truc vraiment très très cool, quoi. Après, il faudrait lui poser la question de comment il l'a vécu lui, mais je pense qu'il en parler. Tu lui envoyais le podcast. Je pense qu'il est. Je crois pas qu'il soit malheureux aujourd'hui. Ce lien de fraternité un peu spécial avec ton frère t'a amené à toujours avoir envie de faire des enfants. Ouais, en fait, c'est inclus en moi. Je me pose même pas la question. Ouais. C'était évident que j'aurais envie d'avoir des enfants. Alors évident, quand
quand j'avais ça dans mon coin de ma tête, j'avais pas rencontré ma compagne encore, donc je ne savais pas si j'allais rencontrer quelqu'un qui avait envie d'avoir des enfants. Alors évidemment, ayant ça en moi, forcément, je suis tombé sur quelqu'un qui est quand même professeur en collège puis au lycée, donc c'est quelqu'un qui a quand même un peu la transmission dans le sang quelque part. Donc on s'est plutôt bien entendu là-dessus, et donc quand on a commencé notre relation, il y a 12 ans maintenant, la question s'est jamais posée, c'était évident qu'à un moment... Vous étiez un jeune couple alors, 19 moi je l'ai connu à 20 ans. Ouais. Ouais. J'ai connu à 20 ans. Et on est restés ensemble, relation à distance, tout ça, parce qu'après j'ai fait de l'apprentissage, c'était compliqué. On a eu un parcours aussi de couple, mais c'est pas le sujet, mais qui était assez sympa. On s'est paxé pour des raisons administratives. Il y a eu la demande en mariage. La demande en mariage, c'était pour moi vraiment, on avait vécu un certain nombre d'années ensemble. Mon père m'avait donné ce schéma un peu foireux, un peu bateau, de d'abord tu vis avec la personne, ensuite tu l'épouses et après tu fais les enfants. Étrangement, je le recommanderais plutôt, parce que quand je l'ai demandé en mariage, le but était vraiment, on est sûr, on a vécu ce qu'on avait à vivre, lançons notre famille, quoi. Vous êtes mariés à quel âge donc? Je ne saurais pas te dire, c'est 2012. 2012, ok. Je fasse le calcul, mais voilà, en 2012... 25-26 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Immédiatement, on a arrêté tout moyen de contraception. Donc c'était vraiment l'objectif, c'était direct. C'était pas l'objectif, mais c'était... Maintenant qu'on a passé tout ça, c'est clair que l'étape suivante, on en a envie tous les deux, on s'est même pas posé la question. Ouais. C'est-à-dire, on a eu une discussion, mais qui avait dû durer 10 minutes. Du coup, en gros, quand c'est qu'on arrête la contraception, à peu près par là, etc. Donc, genre, un mois avant le mariage, ça ne posait pas question, quoi. Ouais, je comprends. En fait, on a lancé ça parce que ma femme avait un petit souci de santé, de coagulation de sang, où il y avait un médecin il y a très longtemps qui lui a dit ça sera très compliqué d'avoir des enfants, faudra s'y prendre vachement à l'avance, etc. Donc, elle a arrêté la contraception ultra sereine en disant on a le temps. Bam, elle tombe enceinte. Genre, on s'est mariés en avril et je crois qu'on s'est rendu compte de la grossesse, je sais plus exactement, mais c'est en juin, quoi. Ah oui, donc ça n'a pas traîné. Ça allait très très vite. Alors, moi, je me souviens de ce truc où c'est bizarre, mes règles, tout ça, machin. Allez, on va faire un test, c'est rigolo et tout. Bon, on fait un test sans absolument y croire. Et elle sort avec son truc, elle me le montre. Ah ouais, alors là, le truc de fou, quoi. Comme un dingue. Elle avait demandé sa mutation pour la rentrée suivante. Donc, on cherche un appartement avec une chambre. Pour le bébé, parce qu'on vivait dans un appart dans le 20e, c'était pas du tout possible. Donc on a directement pu, ça glissait tout seul, quoi. C'était le truc parfait, quoi. J'ai un souvenir très fort de ça, c'est on est allé justement dans le 20e faire la première échographie et ce truc est fou, quoi. Entendre le bruit du cœur, quoi. C'est ça, mind blown, tu vois. et je me souviens surtout que j'étais comme un fou. Et je me souviens que la femme qui faisait l'échographie était un peu à l'usine et m'avait demandé sur le ton de la conversation vous allez le garder ou pas, parce que je pense que c'était un truc d'échographie en plein milieu du 20e arrondissement où ils reçoivent une population qui est pas pour qui c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et je me souviens, elle m'a regardé dans les yeux, je devais avoir les yeux de veau pleins de larmes, comme ça. Elle m'a regardé. Ah pardon, excusez-moi, oui, c'est évident, vous allez le garder. Je le portais sur moi, que j'étais juste le plus heureux des hommes. C'est un vrai truc, hein, cette histoire de bruit du cœur, je pense. Moi aussi, ça m'a fait même. C'est fou. Et j'avais vu une émission, tu sais, où ils montrent les histoires des... Comment ça s'appelle ? Sur TF1, ou je sais plus. L'histoire de grossesse, là, tu sais, que je sais plus comment ça s'appelle. Je vois très bien. Et il y avait 2-3 couples, et en fait, à chaque fois, les mecs, ça leur fait exactement la même chose. C'est fou. Explosion de tête, quoi. Vraiment. Non, mais ça remue, ça existe en fait. C'est ça. Je pense que c'est la première fois pour les mecs en fait de se dire ok, en fait c'est concret parce qu'il y a pas le ventre est pas encore suffisamment gros, etc. C'est ça. On voit, voilà. Puis on a une photo, enfin un truc. Ça, c'est mon enfant. D'accord. C'est waouh. C'est fou. Ça s'est enchaîné assez vite. C'est qu'on a trouvé l'appartement à Orsay en l'occurrence. On s'installe et tout, c'est génial. Et en fait, pendant le déménagement, elle commence à avoir des petites douleurs au ventre. Bon, moi je m'inquiète pas trop. Alors, petite anecdote amusante, tiens, j'y avais pas pensé. J'ai mon meilleur pote qui m'avait filé à l'époque un bouquin sur la paternité qui s'appelait, alors je me souviens plus du nom, mais Devenir papa, etc. d'un certain monsieur Fabrice Florent. J'y avais pas pensé, tiens. J'y pense là. Donc je me souviens plus du titre. Futur papa, voilà, que j'ai devant moi, que j'ai lu à cette époque-là, du coup. Ok. Ouais, ça m'a fait bizarre. Ah ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Bon, bref, voilà. Alors, très bon livre. Je recommande. Pour l'anecdote, si vous savez, ça m'oblige à raconter.
pendant la première grossesse de ma femme, j'ai écrit un blog de façon anonyme en fait à l'époque. Je faisais ça tous les soirs. Il y avait un truc que je connaissais pas moi à l'époque, c'était les forums de femmes enceintes. Assez rapidement, le truc il est devenu viral en fait, et à la fin il y avait 7-8 000 visites par jour. Les gens qui n'attendaient qu'une chose en fait, c'était d'avoir la naissance. Quand est-ce que la naissance arrive? Et en fait, un éditeur m'a proposé enfin bon, il y a toute une histoire derrière. Bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais c'est marrant petit. Ça a fini par devenir un livre. Moi, je suis gros consommateur de documentation, en fait. Ouais. C'est peut-être l'aspect ingénieur aussi. C'est ingénieur. Donc, je bouffe de la doc, alors que ma femme est plutôt attends, t'inquiète, on va vivre le truc, ressent le truc et tout ça. En fait, ça me rassure, ça me donne des billes pour comprendre ce qui se passe, parce que un peu trop analytique toujours. Voilà. Et ce truc-là, c'était une bonne entrée en matière, donc je le recommande. Vraiment, c'est pas parce que t'es là que tu me reçois, vraiment, sincèrement, les gars, allez-y. Je pense que c'est un peu vieilli, parce que ça a 12 ans l'air de rien. Ouais, mais t'as toujours le coup des couches Pampers qui te filent en pub et tout ça. Ouais. Enfin, quand je l'ai revécu, j'ai ressenti des trucs, c'est marrant. Et donc, du coup, je m'inquiétais pas trop, parce que je savais que une grossesse, ça avait des hauts, des bas, etc. Donc, pendant le déménagement, je me souviens que le déménagement avait été compliqué, parce qu'on avait des amis qui étaient venus dans la journée, qui étaient partis. Puis en courant de soirée, ils sont rentrés chez eux. Et là, ma femme commence à vraiment pas être bien. Elle se met dans le camion de déménagement. Donc moi, je fais les allers-retours comme ça, tout seul. Ça, c'est compliqué. Bon, on commence quand même à être un petit peu inquiet. On va faire une échographie. Donc ça se passe exactement comme la première, sauf que quand le mec met le son, il n'y a pas de son. Je me souviens avoir dit docteur, s'il vous plaît, donnez-moi une bonne nouvelle. Et il me dit j'ai pas de bonne nouvelle à vous donner, le fœtus est mort. Et là, petit coup de poing dans le ventre. On va dire petit parce que le gros arrive un peu après. Bon, ok. Bon, c'était un premier essai, c'est raté. Voilà, y a ce truc bizarre dans la salle d'attente. Il y a les secrétaires qui sont là, qui rigolent, qui plaisantent, etc. Et puis quand elles nous rendent leur dossier, elles font une espèce de poker face de tristesse en fait, voilà, ah oui, vous venez de perdre un enfant, etc. Et puis dès qu'elles nous ont rendu le dossier, après elles repartent à discuter. J'ai cette image-là en fait. Où on est triste pour vous sur le papier. C'est un truc qui va revenir après sur l'attitude vis-à-vis des médecins. C'est un coup dur, mais on sait que c'était pas gagné d'avance de toute façon. Il y a eu un moment où on vit un rêve, c'est magique, ça a marché alors que normalement ça devait pas marcher tout de suite. Et là, ça redevient tout d'un coup réel, bam, tu te reprends dans la tête, en fait c'est pas si facile que ça d'avoir un enfant. Hein. Et là se passe tout le truc les jours suivants. Où, alors je sais plus si c'est naturellement ou avec un produit, mais elle était censée expulser l'embryon mort. Et ça ne s'est pas fait, ça ne marche pas. Et elle commence à être très mal. Et quelques jours plus tard, elle est allongée dans notre toute nouvelle entrée qu'on venait d'emménager, avec les urgences, les pompiers autour d'elle, et qui l'emmènent à l'hôpital. Alors l'avantage, c'est que l'hôpital d'Orsay était à peu près à 5 minutes de chez nous. Et du coup, elle a dû y aller pour faire un curetage complet. C'est un truc qui va revenir aussi vis-à-vis de la médecine, mais si on vivait pas en 2015, enfin 2017, 2015, ces années-là, ma femme aurait eu l'occasion de mourir plusieurs fois. Donc je suis très très content de vivre avec toutes les complications qu'on a pu rencontrer. Je suis très content de vivre à cette époque-là. C'est la médecine, c'est cool. Hein. Je sors de l'hôpital, je la laisse parce que la nuit, j'ai pas le droit d'y rester. Et là, j'ai le coup de poing qui arrive. C'est-à-dire que l'ensemble, c'est-à-dire le démarrage du deuil de cet enfant qu'on n'a pas eu, le fait que j'ai failli perdre ma femme, tout ça, bam, il y a tout qui me vient dans les dents. Et je me souviens sortir à 4h du mat de l'hôpital d'Orsay et m'effondrer sur les marches, tomber littéralement, me dire wow, putain, là, il y a tout, je lâche tout. Là, c'était un petit peu chaud. Les jours suivants, après, faut apprendre à gérer ça. Ma femme même avait ce truc-là de l'appart dans lequel on venait d'entrer. Elle voulait plus y vivre en fait. Ah oui. Parce que ça a été directement, c'est associé à ça. Accessoirement, on a une magnifique chambre d'enfant qui maintenant, a servi de débarras pendant quelques temps. Voilà. Et qui, au bout d'un moment, tu l'oublies, mais les premiers temps, en plus, c'est marrant parce que le précédent locataire avait laissé des magnifiques stickers d'enfants. Pour les mômes, ouais. Donc, tu as toujours ce truc-là qui te repop aux oreilles, en fait. C'est symbolique, c'est terrible dans ces moments-là. Ouais. Donc, après, c'est pareil, c'est le process du deuil, hein, on va pas y épiloguer, mais ça prend du temps.
Mais très très vite, on décide de remettre en selle, de se remettre en selle en se disant c'était pas gagné, mais ça a marché une fois. Donc on réessaye. Plusieurs fois, longtemps, et ça marche pas. Ça marche pas. Là, on se prend de plein fouet alors ce qu'on appelle une hypofécondité. Voilà, c'est vraiment, on n'est pas infécond, mais on n'est pas très très fécond. Pour des raisons diverses et variées. Alors là, tu commences à faire les analyses du coup. Tests, etc. Parce que ça commence à faire un moment. Quand ça fait 1 an que tu essayes qu'il se passe rien. Tu te poses des questions. Ça m'a fait rire quand j'écoutais les précédents podcasts et qu'il y a beaucoup de parents qui se font putain, on a essayé et 3 semaines plus tard, le gamin était là. Moi, ça me vend du rêve, quoi. Donc là, ça commence à devenir compliqué et on rentre vraiment dans un processus de PMA, procréation médicalement assistée. Il y a plusieurs paliers. Voilà, tu rencontres plein de spécialistes, tu vas dans une clinique spécialisée, tu vas faire des tests et tout ça, et tu rentres dans un monde assez différent finalement que la médecine traditionnelle. Tu es dans le business de la naissance. Alors je veux pas dire business dans le sens ils vendent des bébés, tout ça, façon manif pour tous et tout ça, je veux surtout pas entendre ça. C'est business dans le sens où, pour moi, c'est un petit peu industriel parce que c'est très mécanisé dans les étapes en fait. Tac, 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 tu tapes un échelon, tu fais tant de tests. Si les tests étaient au-dessous de tel seuil, etc. Voilà, quand tu arrives au labo pour faire les tests, les analyses, tout ça, machin, tu mets ta petite fierté sur un cintre, tu la poses à l'entrée, voilà, et puis tu la récupères en sortant, elle n'est pas froissée comme ça, etc. Et puis ce qui se passe dans le labo reste dans le labo ou dans ta tête. Mais tu passes un certain nombre, moi en tant qu'homme, à faire beaucoup de tests de relevé de sperme, tout simplement, dans des labos spécialisés. Alors moi, la gynéco qui nous suivait avait beau nous recommander un labo super propre, super net dans Paris, tout ça, high-tech et tout, ça reste glauque. C'est pas les meilleurs instants, voilà, c'est pas la grosse kiffance. Tous les gens qui sont autour de toi sont là pour des raisons diverses et variées, mais sont rarement là pour quand tout va bien. Tout le monde se balade en gros avec son petit pot, rentre dans une pièce puis ressort. C'est grosse ambiance, quoi. C'est vraiment la fête, quoi. Voilà, et moi je parle que pour la partie masculine, quoi, mais la partie féminine est encore plus dure, quoi. Quand tu parles de fierté, en fait, quand tu dis que tu déposes ta fierté, ça fait quoi en fait? À un moment donné, c'est juste qu'à un moment, t'es assis dans un siège et tu sais ce que tu dois faire et tu te dis qu'est-ce que je fous là? C'est chelou. La nature, ça n'est pas censé marcher, tout ça te vient dans la tronche parce que bon, il y a un truc sur le décès du premier enfant où on te dit vite, il n'était pas viable. Donc fais ton deuil. De toute façon, ça n'aurait pas pu marcher. Toi, tu t'es un peu projeté. Moi, par exemple, c'est tout con. Moi, j'étais persuadé que c'était un garçon. Ah, ok. Personne ne le sait, personne ne le saura jamais. Je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, c'était un garçon. Donc, il y a des trucs sur lesquels tu peux pas t'empêcher, ton cerveau se projette. Mais tu dois faire ton deuil de ça. Et du coup, il y a ce truc-là de... la nature a voulu que cet enfant ne naisse pas parce qu'il y avait de toute façon un problème. Et de toute façon, s'il était allé au bout, ça aurait été pire parce que ça aurait été l'enfer, ça aurait été peut-être un handicap ou tout ça. Voilà. Donc tu te dis, tu fais ton truc de ça. Du coup, quand tu es dans le processus de PMA où ça marche pas, tu te dis, mais est-ce qu'on a besoin d'aider la nature à ce point-là? Est-ce que c'est pas un signe divin, tout ça, machin? Alors vu que je suis pas du tout... j'allais dire, t'es croyant. Non, pas du tout. Enfin... le sujet de la religion est un autre sujet. On pourrait faire un podcast entier. Tu dois faire ce processus-là de te dire est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'investir là-dedans? Alors au départ, tu te poses pas la question parce que tu veux ton enfant. Tu y crois parce que c'est un truc de couple, c'est un truc, c'est une envie. Voilà, c'est vraiment une envie. Et t'as raison. On va en reparler de projet tout à l'heure, mais c'est un projet commun. On veut avoir un enfant. C'est vraiment un truc. Alors après, tu as les familles qui commencent à transiter autour. Il y a deux choses. Il y a les familles qui comprennent pas trop cette histoire de fertilité parce qu'il n'y a jamais eu de problème. Ma mère a eu cette phrase magnifique chez les Chasseras, c'est mon nom de famille. Chez les Chasseras, on a toujours eu un sperme d'excellente qualité. Elle me lâche ça au téléphone. Je fais maman, qu'est-ce que tu dis? Comment tu sais ça? T'as jamais eu de problème. Du genre direct. Et puis le message que ça envoie, c'est aussi le problème, c'est pas chez nous. Voilà. Donc t'as ça qui rentre. C'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est on est quand même dans un âge entre 25 et 35 ans où
tous tes proches, beaucoup de tes proches commencent à avoir des enfants petit à petit, ils passent tous. Et il y a ce truc-là, parce que l'envie d'enfant est là. Et quand tu vois un de tes proches qui a un enfant, parfois même un deuxième enfant, et que tu vas le voir et que tu le tiens dans tes bras, t'es super heureux pour eux. Et ça te défonce le bide. Moi, ça me déchirait le bide. Mais c'était... Je rentrais chez moi, j'étais détruit pour une semaine, quoi. Ouais, moi, ça me faisait mal au cœur. Mais dans le sens mal au cœur comme j'avais rarement eu mal au cœur. Et c'était d'autant plus horrible parce que c'est des gens que j'aime, c'est mes amis, c'est mes proches, voilà. Et t'as pas envie d'être jaloux d'eux, t'as pas envie de leur en vouloir. Mais il y a ce truc-là instinctif qui vient et qui te dit putain, c'est pas juste, quoi. Moi aussi, je peux être un bon papa. Hein. On peut être des bons parents, on peut faire une bonne famille. Pourquoi on n'y a pas droit ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Donc tu t'entêtes, tu fais les processus les uns après les autres. Là, tu rentres dans la phase rapport planifié parce qu'il y a eu la stimulation ovarienne à telle date, etc. Rapport planifié que tu avais déjà vécu au début. Hein, c'est ce que les gens font beaucoup sur la période d'ovulation. Mais là, il y a en plus une stimulation médicale, etc. Dire le médecin sait que tel jour à telle heure, tu vas. Et voilà. Et si ce jour-là, tel jour à telle heure, les premiers temps, ça va, tout ça, machin, tu te débrouilles. Et puis au bout d'un moment, franchement, quel sens ça a, un rapport sexuel, s'il est planifié, s'il a un but ? Parce que c'est ça qui est beau dans un rapport sexuel, c'est que ça n'a pas de but. C'est deux personnes qui se rencontrent, qui ont envie d'avoir du plaisir. Là, c'est un objectif. Et là, ça commence à jouer sur ton couple, quoi. Oui, j'allais te dire justement comment ça se passe au sein de votre couple. Ça commence forcément parce que t'as ce truc-là où ça marche pas. T'as ton projet en fait de vie commun qui ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc tu te bases sur d'autres choses. Hein, tu t'arrives à construire, etc. Mais il y a toujours ce truc-là qui te revient dans la gueule. Et pour le jour où l'un ou l'autre ce soir-là, non, franchement, c'est pas possible. Ma journée était horrible. En plus, c'est mécanique et tout machin. L'autre te dit oui, mais on a pris les médicaments, faut y aller, quoi. Et t'as forcément même si j'ai pas le souvenir qu'on ait eu de disputes, mais t'as quand même ce truc où tu te renvoies un peu la balle, quoi. Et c'est pas cool. Vous arrivez sur le moment, alors j'imagine à quel point ça doit... Je suis en pleine empathie là parce que je me dis, je suis pas passé par tout ça et je me dis comment vous faites en fait sur le moment, parce que le seum entraîne le seum toujours, la tristesse entraîne la tristesse et c'est très très dur de sortir de ce cercle vicieux. Tu te raccroches à ce que tu veux, à ce que tu peux, et puis t'as quand même toujours ce truc là de on veut un bébé, hein, on veut un enfant, on veut construire une famille et on s'aime, donc ça c'est une bonne base quand même pour tenir. Bon, il y a un moment où quand même ça a trouvé un petit peu ses limites parce que bon, la fausse couche, on est sur du septembre 2012. Et là, je te parle de périodes qui sont courant 2014. Donc c'est long, courant 2014, voilà. Et vers mars 2014, je peux le dater pour des raisons totalement triviales, mais vers mars 2014, il y a un moment, il y a une soirée très difficile où je me souviens que c'est compliqué, on n'est pas en phase. Je lui dis bon, faut qu'on arrête, notre projet commun ne marche pas. Il faut qu'on trouve un autre projet commun. Donc on a trouvé un autre projet commun. Bon là, en l'occurrence, on est tous les deux des gens très très gourmands. Donc j'ai dit à ma femme on y va, on va perdre du poids. On se lance dans ce truc-là. Okay. On y va ensemble. On va truster la première place d'abonnement à la piscine. Voilà, on y va, on installe les applications qui vont bien, le podomètre, le calorimètre, c'est parti, quoi. On fait notre projet commun. Et elle est d'accord avec l'idée ? Elle est d'accord. Okay, elle est d'accord. On part ensemble, on s'achète chacun un podomètre, c'est parti, tout ça. Il faut savoir que peu de temps après, on est parti en Écosse. Et alors en Écosse, quand t'es en plein régime, c'est sport. Bon, d'un autre côté, c'est l'occasion de marcher, mais bon, il y a des fois, c'était un peu difficile. Et puis ça marche en fait. On perd du poids. Et ça a aidé, je pense, enfin moi de mon point de vue, ça a aidé à faire une partie de la transition au moins on a un truc qui marche, on perd du poids ensemble. Et ça c'est cool. Ça vous a soudé, ça vous a amené vers un objectif commun. En fait c'est con, mais n'importe quel objectif. On aurait pu faire du macramé. Il fallait qu'on ait un truc maintenant qui soit différent on essaie d'avoir un enfant et on a un travail.
Non, on a un couple, quoi. Au passage, bon, tu continues à voir des médecins et le médecin te dit bon, ben là, ça marche pas, les gars, va falloir passer au cran au-dessus. Donc là, tu passes encore au cran au-dessus. Là, tu passes à l'insémination. Donc l'insémination, c'est monsieur vient à l'hôpital, madame vient à l'hôpital, on est tous les deux dans les chambres séparées. Il y en a un qui met sa petite graine dans un petit tube, qui le donne à une petite madame, qui va le mettre dans une grande pipette et qui va le mettre dans le ventre de la maman. Et alors tout ça, rien ne t'est épargné. C'est-à-dire que bon, tu t'enfermes dans la petite pièce, tu ressors avec, bon, t'as un petit, ils sont sympas, le petit pot est transparent, mais il y a un petit cache autour. Ça c'est cool. Il y a un petit cache autour. Et tu vas le donner à la dame. Hein, et la dame te dit attendez, rentrez dans cette pièce. Donc tu rentres avec elle dans la pièce. Là, elle enlève le cache pour mettre une étiquette dessus et elle te regarde droit dans les yeux. Alors, moi, j'ai essayé de partir en me disant bah, c'est bon, vous avez vu, je vous ai donné le pot, etc. Elle fait non, faut que je vous regarde, que c'est bien vous et que c'est bien votre sperme. Je pense que c'est pour des histoires de traçabilité, oui. Hein, tout simplement. C'est pas super détente comme moment. Oui, j'imagine. C'est pas. Bon, bref. Ensuite, tu arrives avec la dame, donc le gynéco qui te suit depuis longtemps, qui a fait acte plusieurs fois de montrer que ça marche pas, tout ça, qui prend une grande pipette à peu près. Alors, dans mon souvenir, je pense que le souvenir est modifié, mais je pense que c'est long comme mon avant-bras, la pipette, tu vois. Voilà. Donc, tu as madame sur les étriers. Tout ça. Alors, il y a disclaimer, la famille, les amis, si vous vouliez pas entendre ça, fallait arrêter quelques minutes plus tôt. Hein. Je suis désolé, je l'ai pas dit, mais voilà. Donc, du coup, insémination. Voilà. Moi, je suis là, je regarde l'insémination. Tu assistes à tout ça. C'est très beau. Donc, tout au visé. Voilà. Magnifique. Et au visé par l'expert. Et voilà. Et tu rentres chez toi sur ces mots. Bon, voilà, première insémination. On va tout de suite prendre rendez-vous pour le deuxième essai. Donc, alors, d'emblée, on te met dans l'état ça va pas marcher. Alors ça, c'est un truc vraiment de cette médecine de la procréation. Je pense que c'est vraiment un truc, je pense que c'est mieux comme ça. Ils te donnent pas de faux espoirs. Ils ont plutôt tendance à te défoncer tes espoirs, parce que je crois que c'est pire de pas avoir d'espoir que d'avoir un espoir qui se brise. Je crois que c'est pire que tout. On l'a connu. Et vraiment, c'est ça qui te casse pour de vrai. Plutôt que de prendre dans la crasse, voilà, tu vas galérer. Avoir un espoir que ça marche, et puis ça marche pas, c'est terrible. Puis j'imagine qu'ils ont des chiffres, etc. Donc si tu veux, à mon avis, il y a un vrai truc de... non, c'est genre au premier face à la réalité. Quoi, voilà. Non, mais même ils te le disent. Hein, donc au premier, il y a tant de %. Si au bout de 5, ça n'a pas marché, là, on vous met sur mise d'attente pour le second traitement, tout ça. Donc tu sais que voilà, là on est en novembre 2014, on sait que là on partait potentiellement pour longtemps. Alors je me souviens très bien, on a fait les analyses, donc là un mois plus tard, on devait être un peu avant le 25 décembre, ça doit être un peu près cette période de l'année. On descendait dans le sud justement chez nos parents, donc on était dans la région bordelaise pour les fêtes de Noël. Ma femme fait le test sanguin. Voilà, dans un labo standard du coin qu'on connaissait pas forcément. Et ensuite, on va m'acheter des pantalons parce que le fait est que moi, j'avais perdu pas mal de poids. Hein. Tu flottais dans tes frites. Je commençais à flotter sérieux. Et on était en train d'acheter des pantalons chez Armand Thierry à la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Et on reçoit le SMS de résultat. Donc, ma femme se rue sur son téléphone, bam, on se connecte. Et le fameux taux que tout le monde regarde est bon. Et même au taquet. Très bon. Et alors là, c'est cool. Et là, par contre, tout de suite, tu as une joie intense. Et puis ensuite, tu as la mémoire de la première fausse couche qui te revient dans la gueule. Et ça, tout le reste de la grossesse, parce que spoiler, ça va marcher. C'est mes 2 bébés qui arrivent là. Tout le reste de la grossesse va être sans cesse ça. Sans cesse. À chaque fois que tu as une bonne nouvelle, non, mais attendons. Ok, ça peut complètement foirer. D'ailleurs, il est probable que ça foire. C'est humain, non ? C'est très humain. Oui. Non, parce que les gens le voient pas, mais tu as l'air de faire une moue qui disait putain, en fait, ça nous a un peu empêché de kiffer, peut-être. C'est sûr, c'est certain. Parce que forcément, après, même dans la communication que tu en as de l'heureux événement, tu fais super gaffe. C'est pas genre, t'en parles à tout le monde comme la première fois, tu vois, ou après la première écho, tu peux pas t'empêcher. Les gens te disent, il peut arriver plein de choses, mais tu peux pas t'empêcher d'en parler. Là, t'es vachement plus prudent. C'est un espèce de vieux routard. Genre t'as les hélicoptères du Vietnam dans ta tête, tu sais, genre, le post-traumatique, tu vois. Tu fais, ouais, non, j'ai pas envie trop de revivre ça, d'aller revoir les gens du boulot pour leur dire, bon, vous vous souvenez, l'heureux événement dont je vous ai parlé,
s'est foiré. Donc voilà, tu fais très gaffe. Encore un mois plus tard, du coup, on est convoqué pour une échographie. Donc échographie toujours à la même clinique où on a fait l'insémination. Et l'échographie, donc le gars s'installe, etc. Et la première chose, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Et alors là, c'est cool. Alors, amusant à prendre tes expériences, c'est que j'avais pas enregistré le bruit du cœur la première fois, tellement j'étais comme un ouf sur la première grossesse en 2012. Là, j'avais mon truc d'enregistrement prêt. Tout en sachant que potentiellement, ça pouvait être une très très mauvaise nouvelle. Mais je préférais avoir la possibilité de le garder. Ouais. Faut savoir que les enregistrements du cœur, je me suis repassé en boucle. Je les avais et ça m'aidait à tenir de fou, en fait. De réentendre ces cœurs, quoi. Je l'ai encore sur mon téléphone. Je le transmets de téléphone en téléphone et c'est un super moment, quoi. Et donc il allume et alors avant d'entendre les cœurs, le gars dit il y a du monde. Alors il y a du monde. Moi dans ma tête ça fait il y a du monde. C'est cool. Il y a un bébé, ça a marché. Et un petit tarif fait comment ça il y a du monde? Eh ben ouais, il y a 2 embryons. Ah. Ah. Alors. Tu nous as fait le A de Denis Brognière. Bravo. Ouais. La perfection. Il n'est pas facile à voir. Alors, en soi, ça n'a jamais été un truc impossible. Parce que quand on est allé dans la clinique d'insémination, quand tu rentres dans la salle d'attente du docteur, tu as tous les faire-part de naissance. Alors, pas tous, je pense, mais une bonne partie. Et vu que des fois, tu attends longtemps, moi, je m'étais amusé à compter. Parce que, tiens, regarde, donc là, il y a des jumeaux. Là, il y a des triplés, ok. Là, il y a aussi des jumeaux. Donc, j'avais fait un petit compte, voilà, et j'avais vu statistiquement, X%. Il y avait 25%. Donc, statistique à la con. Après, sur un échantillon relativement faible. Voilà, relativement faible. Après, j'avais vérifié sur Internet, c'était pas si faux que ça, c'est un peu moins, mais voilà, je savais que dans ma tête, j'avais 25% d'avoir des jumeaux. Mais au moment où je venais, il y avait déjà quasiment aucune chance, vu qu'on avait déjà pris rendez-vous pour la prochaine, que ça avait marché, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a quand même OK, il y a des jumeaux, et c'est cool. Donc, première pensée, on a une Ford K. Ça ne va pas rentrer. Le cliché, Manu, je suis désolé. Très, très matérialiste. Ça va pas le faire. Et en fait, la seconde pensée est mais c'est évident. C'est évident que je vais être papa de jumeaux, en fait. En fait, c'est bizarre. Ça ne m'a pas posé question une seule seconde, ça m'a pas fait peur une seule seconde. Ah oui. C'était une évidence pour moi, j'allais être papa de jumeaux. Et c'est un peu comme si c'était inscrit depuis très très longtemps. Je suis pas du tout sur ces trucs-là de prédestination, tout ça, etc. Mais tout d'un coup, ça a fait sens en fait. Okay. Et je me suis dit, ok, allons-y, ça va être cool. Je vais les appeler Luc et Léa. Voilà, ma femme n'a jamais voulu, mais ce bon geek. Ah ouais, non, mais ouais, désolé. Désolé, on se refait pas. Ma femme n'a jamais voulu. Mais elle pète l'ambiance aussi. Mais voilà. Elle a dit qu'il se ferait vanner à l'école. C'est pas faux. C'est pas faux. Et du coup, on y va, quoi. Et là, ouais, c'est un truc de malade parce que on rentre, c'est un peu ce que je disais au début, sur la grossesse gémellaire. Et alors la grossesse gémellaire, accrochez-vous, c'est space. Grossesse gémellaire directe, alors, et ça c'est super cool, t'as pas 3 échos, t'as une écho tous les mois minimum. Alors moi, je suis le plus heureux des hommes. Il faut savoir que en parallèle, je venais de choper un nouveau poste dans mon boulot, j'avais une usine à gérer, aucun événement industriel ou climatique ou catastrophique ou guerre nucléaire ne m'aurait empêché d'être là à chacune des échographies. Et tous les mois, j'étais là parce que j'avais une occasion de voir mes bébés tous les mois. Le premier truc qu'on te dit sur la grossesse gémellaire, c'est la merde en gros. Ça va être compliqué, ça va être super compliqué tout le temps. On te dit, vous êtes un cas spécial, vous êtes une grossesse gémellaire, c'est plus compliqué. Déjà, on te dit, rêvez pas sur l'accouchement voix basse, ça arrive quasiment jamais en grossesse gémellaire. Il y a une petite chance, mais faites-vous à l'idée, ça va être une césarienne. Ok, nous on veut des bébés, on veut pas le film américain, tu vois, on veut des enfants, on veut élever des enfants. On t'explique aussi, bon les gars, les grossesses gémellaires de nos jours, en plus vous êtes en PMA, donc faut que la valise pour partir à la maternité, vers 5-6 mois, faut que ça soit prêt. Ainsi que la poussette, les lits, tout ça.
Putain. Alors là, l'ingénieur fait rétro-planning et c'est parti. Alors, qu'est-ce Mise qu'il en nous manque ? production. Il nous faut ça, c'est parti. À la fin du 5e mois, j'étais prêt. Il y avait tout. C'était intégral. Il y avait tout. Et tu t'étais vraiment occupé de tout. C'est-à-dire que. Alors, il y avait... comment ça se passe dans votre couple ? Alors, il y avait ce truc-là. Ma femme, je la saoule à trop planifier, à trop prendre d'avance, etc. Forcément, hein, je pense que ça se sent que je suis un peu dans l'analytique sur ce genre de truc, hein, dans la préparation. Mais je pense qu'elle était contente. J'ai bouffé de la doc sur les jumeaux. Énormément de doc sur les jumeaux. Parce que là... alors, c'est marrant parce que jumeaux déclic double, trop cool. Il y a cet aspect un peu laboratoire quand même que voilà, dont on a parlé au début, que je kiffe, de les voir prendre des chemins différents. Parce que bon, moi j'étais persuadé que l'inné, il n'y a rien en inné, c'est 100% d'acquis ou presque, et voilà, c'est vraiment l'éducation qui fait le gamin. Le premier truc que m'ont apporté mes gamins, c'est de mettre un grand coup de pied là-dedans. Voilà, ils ont balayé ça, ils ont vécu exactement la même chose, c'est le jour et la nuit, quoi. En termes de caractère, en termes de vie, en termes d'envie, voilà. Donc. Et donc du coup, tout petit en plus. Ouais, c'est clair, et ça va me faire qu'augmenter, quoi. Et du coup, ça a été vraiment documenté sur les jumeaux parce que j'ai des amis très proches qui sont des jumelles et j'ai déjà vu des moments faciles et moins faciles et je me suis dit je sais que vraiment être jumeau c'est particulier et du coup je commençais à me documenter sur comment faire. Et là tu te rends compte qu'il n'y a pas de documents qui disent comment faire, il n'y a que des synthèses d'expériences en fait. Des concaténés d'expériences que tu chopes sur internet où il y a même des bouquins. T'as utilisé le terme concaténé, ouais, je tiens juste à expliquer, à dire pour les gens. Oh là là, c'est vraiment un truc de développeur, ça. C'est la formule Excel égale concatène, voilà. Donc des regroupements de données d'expérience. Donc du coup. Mais tu cherchais quoi ? Tu cherchais une recette ? Ouais, je cherchais à voir ce que les autres ont fait. Je cherchais à savoir ce que les autres ont fait. Okay. Voilà, pour essayer de trouver ma propre méthode. Et ce qui est ressorti très vite, on le verra plus tard sur l'éducation, mais c'est est-ce que tu as envie en fait d'avoir des jumeaux en vie entre guillemets, hein, parce que c'est pas toi qui choisis tout, mais est-ce que tu as envie d'amener tes jumeaux à une relation d'exception de jumeaux ultra fusionnels, ou est-ce que tu as envie d'en faire des frères et sœurs qui vivent en indépendance et qui sont heureux de chacun de son côté? Et c'est un choix. Soit tu leur fais vivre un truc standard mais dans lequel où ils seront peut-être plus indépendants, ils s'assumeront plus, soit tu leur fais vivre un truc extrêmement stimulant émotionnellement, mais qui amène son lot forcément de contraintes et de retours de bâton. C'est pas simple. J'imagine. Après, c'est pendant cette période-là, vu qu'on préparait tout, tu commences à préparer un petit peu en avance. Les gens te disent c'est tôt quand même, mais la liste de naissance, tu vois. Mais bon, vu que tout doit être prêt à 6 mois, tu vois, tu t'y prépares. Et puis laissez-moi tranquille, il y a un planning. Voilà, le planning est là. Et donc du coup, t'achètes des chaises. Des chaises, alors pas des chaises hautes vu qu'on n'a pas un grand appartement, mais un truc qui se met sur les chaises pour faire une chaise haute, voilà. Tu te dis il y a 5 coloris. Est-ce qu'on prend 2 coloris différents? Si on prend 2 coloris différents, ils vont toujours vouloir le même. Donc est-ce qu'on prend 2 coloris identiques, mais à ce moment-là on les différencie pas? Ah oui. Bienvenue en enfer. Bon, bienvenue dans mon enfer, hein. Il y a que moi pour me prendre la tête sur des trucs comme ça. Mais vraiment, c'est un truc que, ça t'amène à réfléchir de manière un petit peu différente. Et voilà, donc tu te renseignes. Du coup, je vais revenir un peu sur la grossesse, mais tu te renseignes sur qu'est-ce qu'il y a de simple, qu'est-ce qu'il y a de pas simple. Et tu disais que la grossesse avait été compliquée. Et alors là, en fait, en gros, ma femme est très vite arrêtée parce que saignement. Donc saignement direct aux urgences. Ça rappelle des super souvenirs. Oui, tu te retrouves dans la même salle que le soir où tu y allais pour le curtage. Oh là là, oui. La salle d'urgence, génial. Ça rappelle tellement de waouh. Et là, elle est arrêtée immédiatement. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très investi dans son boulot, donc ça la saoule. Elle essaye de reprendre dès qu'elle peut. Combien de mois de grossesse là à ce moment-là? Je crois qu'on est en février, quoi. Donc c'est 3-4 mois, quoi. Ok. 3-4 mois. Très tôt, quoi. Très tôt. Elle reprend une semaine
renseignement, le gars a dit bon c'est fini, game over, tu rentres chez toi, tu bouges plus, ton objectif, tu fais des jumeaux, voilà, c'est ton travail pour les prochains mois. Ce qui n'a pas été facile pour ma femme à vivre. Surtout que là, elle a commencé à gamberger et autant moi j'étais à fond dans la préparation, etc. Et autant là, elle a eu soudain un truc que j'avais pas du tout prévu. C'est qu'elle s'est dit, est-ce qu'on va y arriver ? En fait, après toute cette difficulté à avoir un enfant, elle s'est soudain retrouvée devant le fait accompli. Tu vas avoir un enfant, tu vas en avoir 2. Mais c'est pas plus ce truc-là, mais il y a ce côté. J'ai déjà entendu ça chez un ami. C'est, je les connais pas en fait. Ils vont arriver, je sais pas qui c'est. Est-ce que je vais être à la hauteur ? Qu'est-ce que je vais avoir à leur dire ? Un truc que moi, je n'ai absolument pas jamais éprouvé. Moi, des enfants, vite. T'étais dans l'action et aussi, j'étais aussi dans l'action. Et du coup, je lui ai acheté un bouquin qu'elle n'a pas lu, que j'ai lu. Je lui ai fait le résumé. On a fait ça sur l'allaitement aussi, parce que l'allaitement, elle m'a dit... Alors c'est marrant, c'est un truc très, très, très de femme, et on a une amie qui est à fond sur vraiment l'allaitement. Elle est persuadée que c'est vraiment son truc. Elle veut convaincre. Elle a commencé très tôt à nous envoyer des messages en disant vous avez des enfants, réfléchissez à l'allaitement, c'est vraiment quelque chose de bien et d'important. Et en fait, elle s'attendait à s'adresser à ma femme. Ma femme qui a dit non, je ne veux pas m'occuper de ça, c'est trop tôt. Occupe-t'en. Donc, j'ai fait l'analyse d'études de marché sur l'allaitement. Donc, j'ai regardé les avantages et les inconvénients, les avis, les pour, les contre. J'ai discuté avec cette fille-là pendant on a fait pas mal d'échanges assez intéressants. J'expliquais quand même, c'est compliqué avec des jumeaux et tout. Donc, on est arrivé vers du mixé, etc. Enfin, voilà. À la fin, on est arrivé, j'avais la formule clé en main. Donc, on a la solution de ça, ça ou ça. En fonction de comment ça se passe bien, si ça se passe mal. Comme ça, moi, avec du mix, je peux gérer tout machin. Si tu veux tirer ton lait, si tu veux pas du tout, voilà. Rapidement vers la fin, quand ma femme a vraiment eu une grossesse, parce que ça a été compliqué tout le temps. En fait, ça a été très difficile. Elle a fait de la rétention d'eau. Elle avait un bide absolument monumental parce que les petits bébés qu'on nous avait promis, en fait, ils ont grandi comme s'ils étaient tout seuls. Et il faut savoir qu'elle est arrivée jusqu'au 8e mois, le mois d'août. Donc il fait chaud, donc j'imagine. La fin de grossesse a été hardcore, elle n'en pouvait plus et là elle m'a dit non, j'allaite pas, c'est bon, j'ai donné, en plus bon après elle va avoir la césarienne et ça va pas être simple et donc du coup bon voilà mais voilà typiquement moi j'ai fait l'analyse de marché. C'est comme ça aussi que je me construisais un petit peu avec mes enfants, parce qu'en fait il y a ce truc là du papa qui est pas qui ressent pas son enfant en fait. Il y a un truc génial quand ta femme sent que ça bouge, tu vois. C'est un truc de fou. Moi, déjà, j'étais là. Je pense qu'ils n'avaient même pas d'oreilles. J'étais là à leur parler, tout ça, machin, forcément. Parce que c'était un moyen de créer aussi un lien pour moi, en fait. Et j'étais pas dupe, mais je trouvais ça cool. Et puis, c'était marrant. Je leur racontais des conneries. C'était chouette. Je les appelais Luc et les gars. Je me faisais engueuler. C'était cool. Après, j'ai des amis qui m'ont proposé de les appeler Georges et Lucas si ça avait été deux petits garçons. Ça a été encore moins validé, mais si ça passe. Mais ça passe. Ça passe mieux que Steven et Spielberg. Ouais, tout à fait. Et du coup, par contre, il y a eu un truc, c'est la première fois que j'ai ressenti. Voilà. C'est on est dans ça bouge et tout. Alors, je sais plus vers quel mois on était, mais quand tu commences vraiment à les sentir, pose la main sur le ventre. Et alors, je savais que la fille était au-dessus et le garçon était au-dessous. En fait, après, ils bougent, mais après, en fait, ils ont rapidement pris cette place-là. Okay. Il y a un truc sur le fille-garçon, je vais revenir sur ça après, mais un truc sur le fille-garçon, un truc marrant. Le soir, on est rentré de la fameuse échographie où il y a du monde, où voilà, on a commandé des pizzas, parce qu'on s'est dit qu'on les avait bien méritées, et le gars nous a livré un autre truc con, parce qu'une fois de plus, je crois pas au destin, mais le gars nous a livré les pizzas avec 2 canettes de coca, et c'était à l'époque où il y avait des trucs marqués dessus, des prénoms, tonton, etc. Il sort 2 canettes de coca, une frère, une sœur. Je les ai toujours à la maison. Je les ai gardés. Je fais waouh. Et après, en fait, à cette époque-là, on ne savait pas du tout. Et en fait, moi, j'avais ce truc-là qui était resté et ça s'avérait être un garçon et une fille, quoi. Ça aussi, j'ai été super heureux, quoi, d'avoir un garçon et une fille, quoi. Et donc, la première fois que tu as le contact, donc tu as le main sur le ventre. Et puis là, j'ai senti un micro-impact, quoi. Et le micro-impact, mais je pense que j'étais tellement comme un dingue à vouloir ressentir quelque chose que je l'ai ressenti dans toute la main, dans tout le bras, mais pendant plusieurs minutes. Ça m'a
Une autre fois, ça m'a fait ça. J'ai ressenti le micro-impact comme si ça se diffusait dans mon bras. C'était dingue. Tellement j'étais à l'affût de ressentir quelque chose, quoi. Et la seule fois où ça m'a fait ça, allez, c'est un peu cliché, je suis désolé, mais c'est vrai. C'est la première fois que j'ai embrassé ma femme. La première fois que j'ai embrassé ma femme, on s'est fait un bisou, je suis parti en voiture. Et pendant plusieurs minutes, pendant que je roulais en voiture, en plus c'était un bisou un peu raté, un peu sur le côté. Et sur le côté de la bouche, des lèvres, je sentais ses lèvres posées dessus. Et pareil, j'avais ce sentiment de fourmillement qui est resté pendant super longtemps. C'est les deux seules fois que ça m'a fait. C'est tellement guimauve, je suis désolé. Il va falloir que tu réinvites McFly pour compenser un peu. Et puis McFly il est hyper. Et en fait, en plus, il est pas du tout. Il est hyper en train de faire des cute et tout ça. Et donc du coup voilà, grossesse compliquée, mais ce truc-là de construction et puis cette crainte, voilà, de ma femme, voilà. Donc après tu commences les cours d'accouchement. Donc les cours d'accouchement c'est pareil. Donc tu t'assois, tu fais les exercices, etc. Et puis à chaque fois, à la fin d'un exercice, la meuf s'arrête, elle te dit. Bon, pour vous le faites, mais honnêtement, vous pourrez pas faire ça parce que pour vous, ça sera plus compliqué. Ouais. Des jumeaux, ça sera toujours plus compliqué. Pareil, alors vous, là, faut se mettre sur le ventre ou faut se mettre sur le dos, vous faites ça avec le ballon. Bon, pour vous aurez tellement un trop gros ventre, ça sera pas possible, mais vous trouverez bien un moyen. De toute façon, ça sera plus compliqué. Bon. T'es dedans, hein, tu le sais. Ouais. Tu sais que ça va être chaud, quoi. C'est aussi plutôt cool quelque part, tu vois. Ah oui, non, mais tu vois, de pas te le dire, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Tu le sais. Là, on s'approche petit à petit. Donc, moi, je suis ultra confort parce que finalement, tout est prêt. Donc, alors là, je sens que ça va être encore un gros cliché, mais alors j'ai un fichier Excel qui égrenait les semaines. Je t'adore trop. Et qui faisait, je l'ai toujours, hein, qui faisait un pourcentage, c'est sur mon Google Drive, tu vois, donc comme ça je pouvais le remplir de n'importe où, et qui faisait un pourcentage d'avancée semaine après semaine. Et en fait, en gros, à chaque fois que je passais une semaine, je coche une case et ça enclenche le pourcentage. Vous êtes à 25% de votre grossesse. Et en face, pour chaque semaine, du coup, je mets les événements qui sont arrivés. Parce que j'ai envie de leur raconter, cette semaine-là, pendant que vous étiez dans le ventre, vous avez vécu telle chose, on allait voir tel film et tout ça, on allait voir telle expo, voilà. Et j'ai trouvé ça cool, quoi. Par contre, voilà, et ça me rassurait vachement parce qu'ensuite j'ai mis des couleurs. À partir du moment où, si vous naissez là-dedans, vous n'êtes pas viable. Si vous naissez là-dedans, ça va être très compliqué. Si vous naissez là-dedans, ça va être couveuse pendant quelques temps, mais ça va aller. Et si vous naissez là-dedans, c'est open bar, c'est quand vous voulez, les gars. Et plus j'avançais, plus ça me rassurait vachement, en fait, parce que je cochais les cases au fur et à mesure, tu vois. Je crantais, tu vois. Tac, 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 c'est bon. Chérie, à partir de cette semaine, il ne meurt pas s'il naît, c'est trop cool. Et t'arrives à ce truc dingue où, vu que t'es prêt depuis, la chambre est prête depuis le 6e mois, t'as plus qu'à attendre et à kiffer. Moi, j'attendais, je kiffais. Ma femme, elle était juste en souffrance, quoi. C'était compliqué pour elle. Juste en souffrance. Une fois qu'elle a eu à coucher, elle a passé les 2 jours suivants à aller que aux toilettes, à pisser. Toute la rétention d'eau qu'elle avait dans les jambes, mais de manière incroyable. C'était épique, quoi. Ce qu'ils nous ont dit là-bas, quoi. Voilà, et donc voilà, j'ai un peu ce petit fichier Excel parce que j'aime bien l'idée de pouvoir remonter. Est-ce que t'as regardé le nombre de litres d'eau que t'as Non. Je les ai mesurés. Non, mais bon. Le seul truc qu'il y a, la première ligne, je trouve une solution, mais la première ligne dit insémination. Alors je dis pas comme ça, c'est arriver à l'hôpital. Voilà. C'est marrant parce que je peux dire exactement la seconde d'insémination de mes enfants. C'est trop chelou. C'est trop chelou. Il y a ce truc-là, j'y pensais la dernière fois, c'est les gens ils achètent des fois des bodys un peu cucu, papa plus maman égale moi, ou papa plus maman plus amour égale moi, voilà. Les premiers temps je me disais putain, on devrait leur faire, peut-être je leur ferai plus tard quand ils seront plus grands, où il y a papa plus maman plus le médecin plus l'infirmière plus la pipette plus l'intégralité des actrices d'écolières russes sur la vidéo égale moi. C'est un vrai travail d'équipe, hein. Mais c'est cool, à la fin ça fait 2 petits êtres vivants. Ouais, c'est ça qui est génial. Et sacrément vivants.
On va commencer à parler de leur caractère d'ailleurs, parce que dans le ventre, direct, différence quoi. On a en bas, avant qu'on sache que c'est un garçon, j'étais persuadé que c'était un garçon. Cool, la détente, la sérénité. En haut, la fureur, tu vois, le remuage. Voilà, ça s'appelle en bas le garçon, en haut la fille. Et c'est 100% eux aujourd'hui. C'est très très flippant en fait. Juste avant cette fameuse limite de à partir de là ils sont viables, 2 semaines avant je me baladais, je faisais les courses dans Carrefour et je tombe sur 2 petits nounours exactement pareil de la même couleur, mais un ours et un lapin. Voilà, et que j'avais acheté, que j'avais pas pu me retenir d'acheter parce qu'ils étaient adorables, mais que j'avais planqué en fait, parce que je voulais pas lui offrir des fois que ça tourne mal, et je lui ai offert le jour où on avait passé le seuil en fait, et on avait directement casé l'ours c'est le garçon vu son caractère et le lapin c'est la fille, et c'est juste, mais ils l'ont toujours dans leur lit et totalement vérifié. C'est flippant, et c'est là où je me suis dit mon truc de 100% acquis, c'est de la bullshit, hein. Non, tes gamins ils ont un caractère et voilà quoi. Ceci dit, c'est marrant aussi, tu vois, parce que je pense aussi qu'on a, en tant que parents, tendance à leur calquer des trucs sur leur comportement. Tu vois, par exemple, tu dis, comme le garçon, il est tranquille, en fait, on va lui offrir le nounours. Bah oui, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai, t'as peut-être raison. Tu rentres dans peut-être qu'on les a conditionnés, ouais, ça détaille. En fait, on va voir qu'après, il est pas du tout tranquille, parce que c'est un gros cascadeur, mais en fait, c'est plus dans le... Finalement, ça se calque bien sur leur caractère en fait. Les trucs lui coulent dessus, ça va, il est plutôt détente. Alors c'est mon fils qui a percé la poche des os, donc on est à 3 semaines du terme quoi, donc 8 mois, 1 semaine. On est en pleine nuit, ma femme va faire pipi, il perce la poche des os à ce moment-là pendant qu'elle est sur les toilettes. Nickel, ça je recommande aussi ça, percer la poche des os sur les toilettes, ça évite d'avoir à nettoyer. Exactement. Il y a un autre truc, c'est qu'on s'était fait une frayeur, on avait cru qu'ils arrivaient quelques jours ou 1 semaine avant, où j'avais réagi un petit peu en panique et tout ça machin, et puis en fait ils nous avaient dit non rentrez chez vous, c'est pas maintenant. Du coup la seconde fois j'étais beaucoup plus serein parce qu'on l'avait fait une première fois, je savais que la valise était prête, j'avais juste le temps de prendre une petite douche. Ça c'est le truc que tous les jeunes parents qui ont vécu ça m'ont dit, en fait t'as l'impression que c'est la série américaine où tu montes dans la voiture, il y a des grosses cascades et tout, comme dans 9 mois ou des trucs comme ça. En fait non, c'est très 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 peinard en fait, hein, du moment où la poche des os est percée, t'as du temps. Bon, je dis ça à mon meilleur ami, sa femme a accouché sur le divan. Ça arrive aussi. Il y a des fois, ça arrive très très vite. Ils ont remercié les pompiers qui ont reçu la gamine en dessous. Et voilà. Et là, on revit peut-être le dernier moment très très difficile, c'est que césarienne à l'hôpital, j'ai pas le droit d'y assister. Et j'avais dit au médecin, j'avais insisté parce que je savais qu'il y avait certaines occasions, c'est peut-être possible. Là, il m'a dit vraiment pas possible. Alors évidemment. Moi, façon héros américain, j'avais dit ouais, si quelqu'un m'empêche d'entrer, je lui casse la gueule, etc. Personne m'empêchera d'entrer. Mais je suis trop raisonnable pour ça. Le gars, il m'a dit non, vraiment, il y a un risque infectieux, etc. Tranquille, que vos bébés naissent. Ouais, voilà, c'est ça. Je fais bon, d'accord, ok. On s'est séparés avec ma femme. Honnêtement, moi, j'étais mal. Ma femme était pas très bien, mais elle tenait. Bon, j'ai su après que dès qu'elle a tourné la porte, elle a fondu en larmes aussi. Énorme. C'était horrible, quoi. Enfin, c'était notre moment. Et on n'était pas ensemble, quoi. Ça c'est chiant, ça dure longtemps, t'attends longtemps, et une infirmière arrive soudain en disant c'est maintenant. Ok, d'accord, donc tu te prépares. J'ai toujours la planification, j'ai l'appareil photo, prêt à prendre la première photo, tu vois. Et là il y a un bébé qui arrive, donc là c'était mon fils, suivi de près de ma fille, et là j'ai tout de suite senti la difficulté d'être papa de jumeaux, parent de jumeaux. C'est que jamais tu pourras accorder suffisamment de temps à l'un ou à l'autre. Tu vas devoir toujours, toute ta vie, te découper. Et ils viennent de naître. Tu as envie de te couper en deux et de passer autant de temps avec l'un et avec l'autre, mais tu peux pas. C'est impossible. Je prends juste les 2 photos, comme ça je suis débarrassé, et je m'occupe vraiment d'eux. Il y a un truc qui m'a demandé dans mon métier, c'est que bon, je suis manager, je manage pas mal, et j'arrive à peu près à lire les émotions des gens vite fait, enfin à comprendre quand il y a un truc qui va ou qui va pas. Et là, je vois que, notamment vis-à-vis de mon fils, me dit non, tout va bien. Je fais non, dis-moi, je vois que ça va pas. Je fais oui, en effet, il a une petite difficulté respiratoire. Bon, donc ça prend un petit peu de temps. Et bon, ils arrivent à stabiliser tout ça, machin. Et les gamins atteignent la couveuse, voilà, donc juste pour les réchauffer. Et c'est le premier moment calme. Alors, il faut savoir que pendant ce temps-là, ma femme, elle les a aperçus 1 seconde. C'est-à-dire qu'ils ont sorti de son ventre, ils lui ont montré, ils recousent, quoi. Ils sont nés à
40 secondes d'intervalle. Enfin, je veux dire, même pas. Les gars, ils ont regardé, ils ont dit, bon, mettez 1 minute d'intervalle parce qu'on n'a même pas regardé, mais c'est quasiment rien, quoi. Et elle les a à peine aperçus, et moi, je devais rester là pour m'occuper d'eux. Et je pouvais pas aller avec ma femme, de toute façon, parce qu'elle était dans un endroit qui est, de toute façon, fermé, stérile, elle était en train de la recoudre, quoi. Mais j'ai le droit, donc, du coup, je pense à 8 heures seul avec mes petits. Et un des premiers trucs que j'ai le droit de faire, c'est d'enlever mon t-shirt et de les prendre en peau à peau. Et j'ai les deux dans les bras. Et j'en ai un à gauche, un à droite, pardon, j'ai un peu l'émotion. Et je les regarde et c'est fou. J'ai deux bébés dans les bras. Et c'est mes bébés. Avec tout le passé qui te revient dans la gueule, des difficultés que tu as eues, etc. Et c'est maintenant, en fait. Et c'est un truc que j'aimerais dire aux gens qui se lancent dans une PMA, c'est pas que ça va marcher forcément, personne peut dire que ça va marcher forcément, mais tous les gens qui sont lancés dans une PMA à un moment, ils ont arrêté d'y croire et ça marche parfois. Et même souvent ça marche, et parce que la médecine est super cool. Et j'ai des amis là qui sont lancés à peu près en même temps que nous, qui ont eu les mêmes problèmes que nous, et qui en fait on se suivait, on était ensemble, on avait les mêmes problèmes, sauf qu'ils ont eu des problèmes beaucoup plus importants. Ils ont mis 2 ans de plus à les avoir, ils viennent juste d'avoir leur gamin là, il y a un mois, et c'est incroyable, quoi. C'est miraculeux des fois, ça finit par marcher. Et là j'ai mes 2 gamins dans les bras, et c'est fou. L'étape d'après, c'est essayer de retrouver ma femme, voilà, lui apporter des photos. Donc elle est en salle de réveil, elle est dans le coltard, et je vois que c'est dur de pas être avec eux, quoi. C'est un truc qui donne à ma femme envie d'avoir un autre enfant. C'est essayer d'avoir une grossesse normale, vivre pleinement la grossesse et pas le calvaire qu'elle a vécu, et avoir une naissance normale. Je crois que c'est un truc qui a été dit dans le numéro précédent et qui m'a beaucoup parlé, c'est l'envie après une naissance galère. Voilà. Il faut savoir que juste avant la naissance, très clairement, c'était hors de question qu'ils naissent en voix basse. On avait quand même 2 sièges. Donc 2 sièges, je remonte de 30 ans en arrière, je finissais la journée, j'avais plus de femmes, plus d'enfants, peut-être l'un des 3 avec un petit peu de chance. Voilà, la médecine moderne m'a permis d'avoir une famille, plutôt. C'est pas mal. Là, tu es un peu humble et tu es content de vivre dans ton époque. C'est l'occasion de faire un big up à tout le personnel soignant. Exactement. Merci à toute la maternité d'Orsay. Vous êtes géniaux. On est le 18 août 2015 et sont nés Amélie et Elliot Chassera. De magnifiques petits-enfants de 2,7 kg et 2,8 kg. Voilà. Donc, plutôt des bébés honnêtes pour des jumeaux. C'est voilà, à ce niveau-là, voilà, de la grossesse. C'est des tas de grands premiers moments. Il y a le premier moment à l'air libre. Où tu sors de l'hôpital et tu sais, c'est la première respiration. Voilà. Il y avait un mec qui était en train de fumer et on a attendu que le mec s'en aille. Enfin, en fait, c'est un peu stupide en fait, mais t'as envie que leur première bouffée d'air soit bonne, soit pas du tabac. Tu as déclaré les enfants. Alors moi, je suis pas du tout dans le baptême. Voilà, donc ça aussi c'est un sujet qui peut se débattre. On avait parlé un peu de la religion, mais avec la famille, tout ça, ça peut créer des complexités. Mais moi, le baptême religieux, je suis pas du tout là-dedans. Par contre, je suis très très républicain comme garçon. Et alors le truc d'aller nommer mes enfants à la mairie, ça c'est un autre grand moment pour moi, où je les ai nommés. J'ai donné le premier prénom, le deuxième prénom. Le garçon, il a son deuxième prénom, c'est le prénom de mon père. La fille, on hésitait entre 2 prénoms. Voilà, il y avait Amélie ou Lucie, et on a regardé sa tête. On a fait non, Lucie c'est trop doux pour elle, elle va être hardcore. Donc, et on va la mettre en deuxième prénom. Et ce fait d'être, ça m'a énormément ému en fait, de signer le truc de moi, Emmanuel Chassera, je reconnais mes enfants nés tel jour à telle date. Ça, c'est un moment très très fort en fait. C'est stupide, c'est un papier, mais je trouve ça très beau en fait, de baptiser ses enfants. Ma femme m'a menacé de m'envoyer sous garde d'une amie pour être sûr que je rajoute pas Luc et Leia en 3e prénom. Et du coup, j'ai dû lui promettre que je ne le ferai pas. J'ai failli le faire parce que je pense que ça aurait été cool et j'aurais kiffé, mais non, ma femme m'en aurait voulu toute ma vie, et mes enfants peut-être un jour aussi. Ils ont le 3e prénom, on l'utilise jamais. Non, c'est clair. Donc on en avait parlé, je venais de prendre un nouveau job, c'était un peu intense, et donc j'avais une grosse usine à gérer, et c'était chaud. Et donc du coup j'avais négocié avec mon entreprise, parce que la grossesse avait commencé quand j'ai négocié ce truc là au moment d'une fusion dans la structure. Et j'avais dit bon ok, je veux bien prendre ce job, mais vous me laissez 1 mois à la naissance. 1 mois à la naissance complet.
où on prend le rythme. On prend le rythme. Ah, donc tu t'as pas fait de congé Non, j'ai pas pris un congé paternité. Tu leur as demandé, c'est une espèce de montage de congé, tout ça, machin. Parce que j'aurais pu poser mes congés, ils auraient pu me les refuser. Non, mais attends, un responsable de production qui se barre un mois de son truc, c'est hors de question. Non, c'est hors de question. Si vous me voulez moi, sinon je vais chercher du travail ailleurs. Mes enfants vont naître, c'est des jumeaux. Ça déconne pas, il faut vraiment qu'on trouve un rythme. Ouais, donc il me faut un mois complet pour m'organiser. J'ai fait un tableau Excel, regardez. Je vous sors le rétro-planning, vous allez voir à quel point je suis compétent. Ne plaisante pas parce que le tableau Excel arrive. J'imagine bien que tu as fait un tableau Excel. Donc, parce que forcément, les premiers moments où tu as des enfants, tu as une infirmière qui passe, puis tu vois les pédiatres, etc. Ils te posent des questions de qui a pris un bain, quand, combien il mange, tous les combien, etc. Déjà que c'est dur à suivre sur un enfant, imagine sur 2, tu te mélanges. Donc oui, j'ai fait des templates sous Excel de tableaux, très jolis, avec des petits tout ça, machin. T'avais des couleurs où on rentre... Rose pour la fille, bleu pour le garçon. Surtout pas, on en reparlera. Non, pas ça. Mais ouais, il y a des petits dessins où on pouvait renseigner ça, etc., que j'ai fait évoluer au fur et à mesure des besoins. Et j'en ai gardé quelques-uns en souvenir, mais c'est marrant parce qu'il y a ma femme qui avait marqué pour mon fils dans les premières semaines, il fait ralou, genre juste en face d'un repas pour montrer qu'il était pas très content. Et t'as tout un truc de mémoire immédiate qu'on couche sur papier et qui est marrant de regarder avec du recul maintenant, mais qui permettait vraiment de dire à la pédiatre, bah oui, il prend ça et ça, sinon c'est sûr on se serait paumé. Donc les premiers temps, comme tous les parents, hein, tu rentres dans un espèce de truc où le jour et la nuit n'existent plus, tu es calé sur le rythme du bébé. Si ce n'est que là, on est calé sur le rythme de 2 bébés. Et il y a le truc de laisser la nature faire, on réveille pas un bébé, etc. Là, on en avait un petit peu discuté avec les pédiatres, ils étaient d'accord, non, là, avec des jumeaux, tu rythmes. Tu t'essayes de leur mettre un rythme, en fait. On réveille les bébés, etc. Les pédiatres étaient d'accord, on a fait attention quand même, mais on a trouvé des solutions pour donner 2 bibis en même temps. Donc vu que ma femme ne voulait pas allaiter, de 2 biberons, pardon. Donc 2 bibis, c'est un peu compliqué. Donc moi j'avais la technique de caler un dans le creux du poignet et l'autre dans le creux du coude, chacun une tête, et ensuite de tenir avec. Alors on peut pas voir, c'est très radiophonique. Hein, oui. Avec la main tenir, avec une main tenir chacun un fond de bibi pour les. Enfin, voilà. T'apprends, tu deviens de toute façon très 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 vite très habile de tes mains. Déjà ambidextre. C'est ça. Parce que finalement t'as 2 larves à nourrir, hein, qui sont incapables d'aucun mouvement. Et je me souviens que les premiers temps, on s'était découpé la nuit, et je prenais le quart du début de nuit, le réveil entre 2h et 4h du matin. C'est le pire. Ne faites jamais ça. Si vous travaillez, ne prenez pas ce quart-là. Ça te défonce parce que tu viens de te coucher, tu es en sommeil, un peu démarrage de sommeil. Et du coup, ça me tuait. Et les jours de boulot que j'ai fait après ça, j'étais juste un zombie. C'était horrible. Donc après, on s'est juste réorganisé et tout ça. Et j'ai un mémoire, je sais pas s'ils écouteront ça, mais j'ai beaucoup écouté de podcasts à cette époque-là parce que je voulais pas de musique, parce que ça m'endormait et je pouvais pas m'endormir avec 2 bébés dans les bras. Donc j'écoutais beaucoup de podcasts. J'écoutais des podcasts de jeux de rôle aussi, les aventures, les donjons et jambons à cette époque-là, parce que c'est des trucs qui m'amenaient pour plusieurs heures et où j'étais sûr de rester focus dans l'histoire, parce qu'en plus après rendormir le petit, changer, etc. Aujourd'hui, on est devenu un peu plus pro, mais au départ, t'es un jeune papa, t'es un peu gauche, tu sais pas trop comment faire, et quand on a 2 à gérer, voilà quoi. Manu, ça fait bientôt 1h30 que tu parles. Oh là là. Mais alors, t'es génial, hein, parce que tu racontes tout d'une traite. Est-ce qu'on peut faire un petit flash forward ? Vas-y. Et donc, aujourd'hui, ils ont 2 ans et 3 mois, c'est ça ? Comment ça se passe ? C'est super. C'est parfois difficile. C'est 2 enfants, donc on a un petit garçon, Elliot, qui veut juste explorer le monde, tester la vie. La responsable de la crèche a dit qu'en 10 ans de métier, elle n'a jamais vu ça. Il a réussi à se coincer dans des jouets de dinette qui jusque-là étaient normalement accrédités. Voilà. À quel point que le jouet a été sorti de la crèche et que les gars qui l'ont créé sont venus voir comment c'était possible qu'un enfant se coince dedans. Enfin voilà, mon fils repousse les limites en fait. Mais futur ingénieur. Mais voilà, mais c'est un petit garçon, outre l'aspect explorateur et casse-cou, relativement placide et cool et voilà. Et j'ai ma fille qui est très avec un caractère beaucoup plus volcanique, qui est capable de partir en crise sur presque rien. Et ça se passe vraiment cool, et on a régulièrement la chance de se dire on voit en fait nos enfants par rapport à d'autres enfants du même âge ou des choses comme ça, en fait
on s'en sort plutôt pas mal. Il y a eu des moments plus ou moins difficiles, quand il y a des changements à la crèche, tu sais que ça les perturbe, etc. Ils se battent, ils se mordent des fois. Donc on allait voir un peu la psy de la crèche qui nous a un peu rassurés en disant maintenant, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez, mais vous faites ce qu'il faut parce que vous posez la question sur voilà, et vous adaptez votre méthode en fait d'éducation en fonction de ce que vous voyez. Vous n'êtes pas aveugle, et c'est ça. En fait, il faut toujours se remettre en question, et ça permet de bien fonctionner. Il reste 2 trucs qui sont compliqués à gérer. Il y a d'abord mon rapport avec ma fille, qui est extrêmement fusionnel, que je le veuille ou non. Avoir une fille, c'est très très cool, mais la petite est en rejet de sa mère en ce moment. Depuis un moment, tout le monde nous a dit ça va passer, ça commence à faire plus d'1 an. Sur 2 ans, ça fait beaucoup. Et la mère a un peu de mal à supporter d'avoir une petite fille qui... soit elle veut pas que sa maman lui donne à manger, soit c'est même pas maman ne m'habille, ne me change la couche, tout ça, etc. C'est peut-être pour se différencier de son frangin. Je sais pas, c'est assez compliqué et on sait pas trop comment gérer ça. On y réfléchit, voilà. Enfin, je pense que ça va être un boulot sur le long terme. Ça va passer. Moi, je suis ravi de la relation que j'ai avec ma fille, mais je vois la difficulté, la souffrance que ça génère. Donc ça, c'est un souci. Tu essaies de l'amener vers sa mère? Ah, totalement. Côté, ouais. J'arrête pas. Y a même des fois, on est obligé de se fâcher, mais non, mais c'est que ça soit moi ou maman, c'est pareil, quoi. Arrête de nous faire un drame, quoi. Et le deuxième truc qui est très compliqué à gérer, outre le fait la relation tous les deux, où ils sont en même temps fusionnels, en même temps baston. C'est des vrais petits frères et sœurs, et par rapport à ce que je disais sur qu'est-ce qu'on veut de jumeaux, je pense qu'ils prennent une bonne voie d'un entre-deux. Moi, je voulais pas qu'ils soient totalement fusionnels et qu'ils aient besoin de l'un de l'autre pour vivre. Il faut les différencier. On travaille à les différencier par les jouets, par les couleurs, tout ça. Le truc qui reste vraiment compliqué, c'est nous. On est des êtres humains, ma femme et moi, et on a notre rythme de vie, on a nos moments de stress, nos moments de doute, nos moments de fatigue, et il y a ce que j'appelle, c'est la bête, tu vois, le monstre intérieur, la colère qui peut surgir à tout moment, et des fois tu te reconnais plus, tu vois, ça survient d'un coup, et tu te fâches, et ça se passe pas bien, et tu te sens comme une merde après. Et ça, je pense que c'est un travail de presque toute une vie. C'est un truc où des fois tu te dis on arrête là, je pars en thérapie et je reviens quand c'est fini, quoi, parce que tu as envie de dire mais c'est pas normal que je me réagisse comme ça. Mais ça sort tout seul. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui le vivent. Ouais. Et on apprend à gérer ça petit à petit, à être, j'espère, meilleur. Et puis voilà, quoi. Dernière question. Imagine si tes enfants écoutent ça dans... Oui, c'est vrai que tu le poses. Disons, ils ont 15 ans, d'accord? À 15 ans, en plein milieu de l'adolescence. Ouais. Au plein moment. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Papa n'est pas qu'un vieux con. Il l'est un peu, mais forcément. J'espère que ça s'est bien passé ces dernières années et que j'ai pas été trop relou et que j'ai apporté ce que vous vouliez. Je sais pas si vous vouliez d'ailleurs particulièrement quelque chose, parce qu'après tout, c'est moi qui vous ai amené sur la terre, vous avez rien demandé. Mais j'espère qu'au mieux, je vous ai accompagné là-dedans. Moi, en tout cas, ces 2 premières années, parce que c'est les 2 seules que je connais, ont été juste magnifiques et merveilleuses. Alors je cite un film, c'est pas de moi, mais c'est un spectacle, c'est le plus beau spectacle qui m'était donné de voir, en fait, de voir mes enfants grandir. Je crois que c'est dans le dernier jour du reste de ta vie que Gamblin dit ça, et c'est vraiment merveilleux, en fait. Donc merci les enfants pour ça, de m'avoir permis de vivre ça, c'est génial. Et si j'ai un seul truc parce que voilà, c'est l'adolescence, je sais que ça peut être compliqué, mais si j'ai un seul truc en tant qu'adulte que j'espère que vous aurez et que j'arriverai à vous inculquer, c'est ayez des convictions et battez-vous pour vos convictions, même si les convictions sont complètement à l'inverse de celles de votre vieux compère. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, d'envoyer paître ses parents, mais je vais le regretter, ça, je vais le regretter. Je vais le regretter, mais ayez des convictions et battez-vous pour vos convictions, parce que je pense, moi personnellement, dans ma conception, c'est ce qui m'a amené à avoir des enfants, c'est la conviction qu'on peut faire un monde meilleur avec des enfants. Et voilà, je vous aime. Et s'il y a un seul sujet tabou sur lequel vous avez interdit d'avoir des convictions différentes de papa, c'est sur Star Wars. Voilà, ça on touche pas. Je suis désolé les gars. Mais oui, le retour du Jedi, c'est le meilleur. Vous avez pas le choix. Il y a des Ewoks, mais c'est le meilleur quand même. C'est obligé. Et ça sera le mot de la fin. On terminera là-dessus.
Un immense, vraiment très très grand merci. Manu, tu t'es en train de, t'as battu. Je t'ai plombé ton émission là. Pas du tout, t'as battu le record de l'épisode le plus long. Bravo. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant parce que t'as effectivement plusieurs sujets qui viennent s'amener. Et puis t'es très technique, j'aime beaucoup ça. T'es à la fois... Non, mais j'ai l'impression que c'était très bordélique, moi. Mais... Non, pas du tout. Alors vraiment pas. T'es à la fois très technique et en même temps capable de montrer des émotions et de parler avec ton cœur et tout. C'était vraiment super. J'ai passé un très très bon moment. Et donc tu cherches un taf. Et je cherche un taf, ouais. Je cherche un taf dans la région de La Rochelle, donc de responsable production ou de responsable amélioration continue. Passez le message. Je suis preneur. Si vous voulez un gars qui est capable de faire des tableaux Excel pour ses enfants, ça vous imaginez la folie du mec, quoi. Merci beaucoup Manu, à bientôt. Bonne soirée, c'était un plaisir d'être reçu. Merci. Salut. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez aussi mettre une note sur iTunes et sur vos applis de podcast préférés, mais aussi vous pouvez mettre un petit commentaire, ça permettra au podcast de gagner en notoriété. Un immense merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu et à laisser un petit commentaire, vous savez comment ça marche. Pour début 2018, je fais un break moi pendant les vacances de Noël, donc je fais une petite exception pour le prochain qui arrivera non pas le lundi 1er janvier mais le 8 janvier prochain et le suivant arrivera donc le lundi 16 janvier. On reprendra le rythme normal après celui-ci. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et surtout je vous souhaite une belle vie.